Le plafond de l'horreur est perforé chaque jour un peu plus depuis samedi, à mesure qu'on découvre l'ampleur des massacres perpétrés par les terroristes du Hamas sur sol israélien. Plus de 1200 victimes à ce jour et le compte n'est toujours pas bon. Des femmes, des enfants, des nourrissons, des vieillards et des hommes bien sûr, prélevés comme otages, plus de 200 personnes, ou tout simplement massacrés, parfois décapités, brûlés, violés aussi, dans des conditions qui rappellent les pires heures de Daesh. Justement, qui est réellement Hamas? Ce groupe qu'en Suisse on ne considère toujours pas comme terroriste. Qu'est-ce qui a failli dans le dispositif israélien pour qu'on en soit arrivé là? Et à quoi doit-on s'attendre dans les jours et les semaines qui viennent en Israël, à Gaza et comme dans toute la région proche-orientale? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur Les Monts Bleus. Bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table et en duplex de Tel Aviv. Colonel Olivier Rafovitch, merci beaucoup de nous avoir rejoints, de prendre ce temps avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité sur votre plateau. Vous êtes porte-parole de Tsahal, colonel dans cette armée israélienne aujourd'hui en pleine guerre. Alors, petite précision, à l'heure qu'il est, on enregistre cette émission en léger différé. Nous sommes mercredi en début d'après-midi. Et donc, il se peut qu'il se produise des événements d'ici la diffusion ce soir. Cela étant dit, Micheline Calmiret, bienvenue. Bonjour. Merci d'être là, Madame la Présidente, ancienne présidente de la Confédération et chef des affaires étrangères. Vous étiez à la manœuvre en 2006 dans le lancement de l'initiative de Genève, un plan de paix alternatif au conflit israélo-palestinien. Vous connaissez bien un autre protagoniste de cette guerre aujourd'hui, probablement l'Iran. Vous le connaissez, ça c'est certain, mais probablement protagoniste. L'Iran, vous étiez engagé dans la résolution de la crise en 2008 autour du dossier nucléaire. Joël Herzog, bienvenue. Merci. C'est un premier plateau, hein, ou presque? Oui. Oui. Ça va très bien se passer, vous allez nous donner des leçons. Joël Herzog, vous êtes président d'honneur de l'association Suisse-Israël qui organise cette fin d'après-midi une manifestation en soutien à Israël sur la place des Nations à Genève. Vous êtes surtout aussi à la tête d'une fondation européenne pour la promotion des accords d'Abraham, ces fameux accords qui lient aujourd'hui Israël. Et qui lie aujourd'hui Israël aux Émirats arabes unis notamment, et qui devait être élargi à l'Arabie saoudite. Évidemment, depuis le 7 octobre, c'est un tout petit peu compromis. Et enfin, une information évidemment majeure, vous êtes le frère de l'actuel président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, mais pas son porte-parole, hein, que cela soit dit. Aude Markovitch, bienvenue. Merci. Ex-sponsor de la RTS, longtemps correspondante en Israël pour la RTS et le journal Libération. Vous avez publié Israël, les blessures d'un destin, paru chez Nevika en 2014. Et aujourd'hui, dans Le Temps, vous revenez longuement sur le Hamas. Évidemment, le sujet cardinal dans cette émission. Et enfin, Philippe Val, bienvenue. Bonsoir Laetitia. Notre éditorialiste maison. Colonel, on a pris connaissance hier des derniers massacres des kibboutz de Be'eri et de Kfar Aza. En tout, plusieurs centaines de morts, des familles brûlées vives, 40 bébés à Kfar Aza. Selon l'ambassade d'Israël, des nourrissons décapités. Est-ce que vous êtes arrivé au bout de l'horreur ou est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres découvertes de cet ordre dans les jours et les heures à venir? Bonjour, écoutez, nous avons jusqu'à aujourd'hui 1200 victimes, au moins, et plus de 3000 blessés, dont des centaines dans un état très très grave, d'urgence absolue. La majorité étant des civils, des femmes, des enfants, des vieillards. Il y a également des soldats parmi eux, des soldates. Et en fait, après avoir nettoyé les foyers d'infiltration terroriste, les troupes ont également pu aller voir dans les villages, les kibbutzim, les moshavim, la situation, et nous sommes tombés sur l'horreur. L'horreur la plus totale. D'ailleurs, vous parliez avant que nous soyons en direct, à l'antenne, de noms de Nir Oz, Nahal Oz, Reim, Be'eri, Kfar Aza, des noms magnifiques de localités splendides, très de campagne comme ça, et ces noms sont devenus synonymes des pires horreurs qui ont été commises par les terroristes du Hamas.
On a retrouvé des centaines de corps qui ont été massacrés à l'arme automatique, à la grenade. On a eu la preuve de viols qui ont été commis sur des très jeunes femmes. On a découvert des enfants qui ont été, pour une partie d'entre eux, assassinés à l'arme automatique de type Kalachnikov. D'autres ont été décapités. D'autres ont été brûlés parce qu'ils ont mis le feu aux maisons. Et les familles entières étaient dans ce qu'on appelle dans le mamad. En hébreu, c'est la chambre de sécurité au cas où justement il y a un événement terroriste, un événement sécuritaire. Et les familles entières se sont trouvées là-bas asphyxiées par le feu qui prenait dans toute la maison. Lorsqu'ils ont ouvert les portes, les terroristes ont mitraillé. D'autres sont restés dans les maisons bloquées et sont brûlés. On a trouvé des corps calcinés. Et aujourd'hui, est-ce que inimaginable, et qu'on n'aurait jamais cru voir, nous, en Israël. Il y a encore aujourd'hui d'autres endroits où nous allons chercher des corps. Il y a également le danger que des corps ont été piégés par les terroristes avec des bombes, des grenades, d'actions terroristes sur les corps qu'ont mis en place surtout le Hezbollah au sud du Liban, et également l'État islamique. Et une partie d'entre eux, comme vous le savez, ont été kidnappés et sont partis emmenés de force par du Hamas. Certains sont arrivés là-bas et ont été assassinés, puis exhibés en public. Une femme, jeune femme israélienne, magnifique, peut-être la beauté, la jeunesse absolue, a été dévêtue, on ne sait pas si elle a été violée, puis exhibée sur une jeep dans les rues de Gaza. Les terroristes ont uriné sur des corps. Et puis la foule en liesse, crachant sur les kidnappés. Mais colonel Rofovitch, est-ce que justement dans les heures qui viennent, dans les jours qui suivent, on va avoir d'autres annonces de ce type, ou bien là on a vu tout ce qu'on avait à voir dans l'horreur? Je vais rester très prudent ce soir par rapport à ce que je vais vous dire, parce qu'il y a encore des choses qui sont encore en processus de vérification. Mais je pense qu'il va y avoir malheureusement d'autres corps qui vont être trouvés, et que le chiffre de 1200 morts actuellement n'est pas le chiffre. Ouais. Alors évidemment, ces images, ces découvertes, ces images qu'on n'a pas forcément, heureusement qu'on ne les a pas, mais l'évocation simplement, on évoque évidemment Daesh. Est-ce qu'on doit comparer aujourd'hui Daesh, le Hamas à Daesh, Micheline Camiret? Moi, je remercie monsieur le colonel, le porte-parole de l'armée israélienne, d'être avec nous aujourd'hui. Et si vous permettez, j'aimerais vous poser une question. Parce que toute cette horreur a été planifiée, elle a été organisée, semble-t-il, ça a nécessité des mois de préparation. Comment est-ce qu'on peut expliquer, je pense que vous êtes la bonne personne pour nous dire ça, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'armée israélienne et ses services de renseignement n'aient rien vu venir ? Alors, Micheline Camiret, c'était la question que j'allais poser, mais la question de Daesh, alors je vous laisse après la parole, évidemment, y répondre, c'est cardinal pour qu'on comprenne la situation, mais est-ce qu'aujourd'hui, on doit comparer ces crimes-là avec ceux de Daesh? Ben moi, je ne vais pas comparer des crimes, madame. Ce sont des crimes graves, ce sont des crimes qui sont inadmissibles, inacceptables, point. Et vraiment, je m'intéresse à savoir comment est-ce que l'État d'Israël a pu être surpris pareillement. Comment est-ce qu'on a pu être placé devant une telle situation et comment ils ont pu faire autant de dégâts dans la population civile israélienne en finalement très très peu de temps. Ça, je pense qu'on a la chance d'avoir monsieur le colonel, et j'aimerais bien que... Je pense que juste un moment, la question de Laetitia est importante, parce que le droit international, après, va dire quelque chose. Je pense que Daesh, moi, personnellement, pour ce que j'en vois, c'est-à-dire comme vous, et le Hamas, pour l'instant, c'est la même chose. Et dans le XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu de scène pareille, hormis
des actes perpétrés par les nazis, par Daesh et par le Hamas. Je suis d'accord avec vous, je ne conteste Je pas la juste, situation. Je suis d'accord avec vous. Je veux dire, c'est même pas une question. Oui. C'est parce qu'on s'arrête un tout petit peu, parce que ce qu'a dit Olivier Rafovitch, c'est quand même une description d'une telle horreur. Il se trouve que moi, je connais très bien ces zones autour de Gaza, parce que j'ai suivi pendant 4 ans des cours de cinéma à Sderot, et que j'ai énormément d'amis qui habitent les kibbutz, dont on a parlé, Kfar Aza, Be'eri, Nahal Oz, etc. Et je suis en contact avec mes copines, et c'est horrible, parce qu'elles ont plus... Enfin, heureusement, parmi mes copines, il n'y en a aucune qui ont été tuées, mais bon, une qui a son mari qui a été tué. Mais parce qu'elles sont parties, tous les voisins ont été tués. Il y a 100 morts à Kfar Aza, il y a 108 morts à Be'eri, c'est 10% du kibbutz. Enfin, je veux dire... je trouve que votre question est extrêmement légitime, mais je trouve que c'est important de s'arrêter quelques minutes sur l'importance de ces crimes et la nature. Et l'horreur pour les gens qui sont autour. Mais c'est des crimes de guerre. C'est des crimes de guerre de manière assez évidente. La qualification sera... Mais franchement, c'est ce qu'il y a de pire et c'est ce qu'il y a de plus inadmissible. Mais parfois, la barbarie a un but, un sens, et est une provocation. Est-ce que là, justement, qu'est-ce que cherche le Hamas en commettant des atrocités comme ça, à votre avis, Joël Herzog? Déstabiliser la confiance des citoyens israéliens que normalement pouvaient aller librement dans toute place dans le pays. Et tout d'un coup, il y a des endroits où c'est dangereux. Et c'est quelque chose qui est contraire à notre nature. Des jeunes ont été là-bas pour danser, pour la paix. Ils ont mis de la musique électronique, etc. Ils ont fait la fête. Mais c'était à quelques kilomètres de Gaza, et pour eux, c'était normal, parce que c'est un endroit safe, secure. Et tout d'un coup, ça essaye de perturber la confiance dans... Comme ici en Suisse, nous ne pensons pas, quand on va quelque part, qu'on est dans un endroit dangereux. Si je dois aller à 2 heures le matin à Plan-les-Ouates ou à Carouge pour donner des communes qui sont à côté de la frontière, je n'ai pas peur, je considère que... Oui, mais il y a tué et tué. Enfin, je veux dire, là, c'est fait de telle façon, de façon tellement spectaculaire. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi les campagnes sur les réseaux sociaux. Il y a des images d'enfants en cage, etc., dont on sait aujourd'hui que c'est des images fausses, qui sont diffusées par des trolls, notamment iraniens, par des trolls chinois, etc. Donc, il y a une volonté de frapper l'imaginaire, mais l'imaginaire de qui Ça fait partie d'une guerre avec l'Iran, malheureusement, qui utilise des subterfuges, on y viendra, Hamas, Hezbollah, etc. Mais l'objectif, c'est de terroriser la population, puisqu'il n'y a pas d'objectif de conquérir quelque chose. Ils ne peuvent rien conquérir. Oui. Et l'objectif, c'est aussi d'enlever toute confiance dans la sécurité que peut apporter. Et c'est mettre en danger aussi l'existence d'Israël. Absolument. Et c'est très important pour la communauté juive, l'existence d'Israël, parce que Israël est un État-refuge. Mais moi, j'aimerais bien entendre... Mais on y vient justement. Parce que c'est le cœur du problème. Quoi. Je veux dire, pour la communauté juive, Israël est un État-refuge. La communauté juive a vécu de telles atrocité tout au long de son existence, des pogroms, elle a été déplacée, la Shoah, etc. Et là, maintenant, on voit que la haine, elle n'est pas absente et qu'elle peut revenir sur le devant de la scène. Et ça enlève toute confiance dans cet État-refuge, ce qui est grave, et ça met en danger l'existence même d'Israël. Donc là-dessus, sur ce problème, moi j'aimerais bien entendre encore une fois. Alors Olivier Rafovitch, il y a plusieurs questions justement. Alors, la première question, c'est où était Tsahal quand justement tous ces crimes ont été perpétrés. Alors, là, Be'eri, précisément, ça a pris 17 heures avant de libérer le kibbutz. Où était Tsahal pour protéger ces populations à ce moment-là de ces massacres? Écoutez, avec votre permission, je vais vous répondre peut-être un peu différemment ce que vous attendez de moi. Je n'entends pas d'émotion de votre côté. J'entends des questions techniques, où était Tsahal, problème de renseignement, c'est des problèmes qu'on peut poser pour des problèmes normaux. Je n'entends pas d'émotion, de véritable émotion, du cœur. Je répète, 1200 personnes ont été assassinées dans une boucherie sans nom. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est que
l'État d'Israël se réveille après un meurtre de masse sans précédent. La dernière fois que des Juifs ont été de la sorte assassinés, c'était durant la Seconde Guerre mondiale. Les guerres, on en a connu. Joël Herzog, je pense, en a même fait. La guerre, c'est la guerre. Là, c'est pas la guerre. Là, c'est pas la guerre. Là, c'est du génocide. Si ce n'était pas 1500 terroristes du Hamas qui étaient rentrés chez nous, mais 20 000, on aurait aujourd'hui peut-être 25 000 morts, ou 50 000 morts, je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez sous-estimé le Hamas? Est-ce que vous avez sous-estimé le Hamas pendant toutes ces années? Je vais vous répondre. Il se peut qu'il y ait du côté israélien, effectivement, une erreur d'approche au départ, en pensant qu'on pouvait peut-être voir le Hamas à un moment donné comme une organisation politique. On s'est trompé. Comme d'ailleurs beaucoup de pays se sont trompés. Malheureusement, pas tous les pays encore reconnaissent comme une organisation terroriste. Commencez par la Suisse. Non, c'est pas vrai. J'espère que ça va venir. Attendez. Maintenant, ce qui s'est passé chez nous, pour revenir à la question de madame, on va vérifier, on va faire une enquête, mais là, on est en guerre. Donc, tout ça va être fait après la guerre. C'est pas maintenant qu'on va s'arrêter de se battre, ni de combattre, parce qu'on n'est pas du tout à la fin du combat, on est tout au début du combat. Alors, il y a eu effectivement sidération, surprise, comme on a eu à l'époque de la guerre du Kippour, disons-le. Il y a eu des erreurs, ensuite des commissions d'enquête, des changements d'hommes, même parfois de politique générale, qui ont été les résultantes de ces commissions d'enquête qui avaient été demandées par le peuple, par la démocratie israélienne, et tant mieux d'ailleurs. Mais là, c'est l'heure de la guerre contre le Hamas qui nous a déclaré la guerre, je rappelle, samedi matin, le jour de la fête de Simchat Torah, qui veut dire la fête de la Torah, de la Bible. Et aujourd'hui, il faut absolument, et c'est mon humble avis, que la communauté internationale, que les pays démocratiques, que les pays qui sont aussi face à des menaces terroristes, en Europe entre autres, la France, la Belgique, qui sont vos voisins, soient avec Israël dans cette lutte qui est une lutte pour toute la civilisation occidentale qui prône la liberté et la démocratie. Parce que très souvent, malheureusement, ce qui arrive chez nous arrive aussi après chez vous. Il y a une émotion. L'émotion d'Olivier Rakovitch. Nous sommes très souvent, nous avons été les premiers à être attaqués par des kamikazes, des bombes humaines à l'époque de la seconde intifada. Et les gens pensaient que c'était seulement un problème israélo-palestinien. Parce qu'aujourd'hui, c'est arrivé un peu partout. Vous connaissez comme moi le développement du salafisme et de l'État islamique, entre autres. Donc, je pense que c'est très important aujourd'hui, au-delà de tout ce qui se passe, que les pays amis d'Israël, comme la Suisse, voient dans cette situation gravissime d'Israël quelque chose qui oblige les gouvernements, les communautés, les administrations à d'abord et avant tout embrasser, je dis bien embrasser la population israélienne, se rallier à cet état d'esprit non pas d'éternuement, mais de force pour combattre ce qui va se passer. Après la sidération vient la force. Et aujourd'hui, par exemple, je n'ai plus envie, en tant que porte-parole de l'armée israélienne, de nouveau, de parler de ce qui s'est passé. Ça s'est passé, c'est terrible. Maintenant, il faut passer à la deuxième étape. Bon, justement, la réponse, on va y venir, mais c'est l'émotion dont vous parliez qui est très importante. Effectivement, ce que cherche à frapper dans l'opinion occidentale et israélienne, en premier lieu, évidemment, elle est monstrueuse, cette émotion. Aude Markovitch, justement, ce Hamas, c'est qui aujourd'hui? Et peut-être aussi qu'on clarifie un petit peu le Hamas par rapport à l'autorité palestinienne, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui confondent un peu tout ça et on ne comprend pas exactement où sont. Si je peux revenir quand même sur deux points, je pense qu'Olivier Rakovitch a raison, il faut parler de l'émotion, il faut parler de ce qui s'est passé au niveau du sol, de ce qu'on a découvert, de ce qu'on va continuer à découvrir. Et puis,
il ne faut pas oublier que le Hamas, et dont on va parler un peu de son historique, ce n'est pas la première fois qu'il commet des crimes de guerre contre des civils. C'est quand même pendant la deuxième intifada des gens qui se sont fait exploser devant des discothèques. Donc là où il y a un maximum de jeunes, et totalement que des civils, qui a cherché à tuer le plus possible d'enfants. C'est pas nouveau que ces cibles favorites sont des civils qui frappent en fait la population israélienne en plein cœur et qui la font saigner en plein cœur. Ensuite de ça, donc ça, je suis complètement d'accord qu'il faut s'arrêter sur ce moment. Après, il y a légitimement des questions sur l'armée israélienne et qui sont posées à l'intérieur de la population israélienne où tout le monde se pose la question, y compris à Sderot, qui est une ville qui traditionnellement vote à droite, c'est-à-dire en faveur du gouvernement qui est actuellement au pouvoir à Jérusalem et qui dit c'est pas possible. Comment vous avez pu nous laisser tomber? Comment vous n'avez pas pu voir? Après, pour répondre à votre question sur l'historique, donc au départ, alors ça va être un peu compliqué de faire court, quand en 1947, on a un plan de partage, un État arabe, un État juif, donc il y a des zones, et puis il y a la zone de Gaza. Il y a une zone de Gaza, il y a une zone qui est un peu plus grande que la Cisjordanie, et il y a une zone en Galilée qui doit être arabe. Tout ça n'a pas lieu d'être parce que les armées arabes envahissent, mais déjà pour voir qu'il y a une séparation, si vous voulez, géographique entre ces deux zones. Ensuite, après 1948, il y a cette partie-là qui était égyptienne et cette partie-là qui était transjordanienne, qui sont sous occupation israélienne. Donc on a déjà deux zones géographiques différentes, la Cisjordanie et Gaza. Et les accords d'Oslo disent qu'il faut un État palestinien dans ces deux zones, c'est-à-dire à Gaza et Cisjordanie, une autorité palestinienne qui va vivre dans ces deux zones. Et il y a donc Yasser Arafat qui revient de son exil de Tunis et qui devient président de l'autorité palestinienne. Et puis, après les accords d'Oslo, on a après l'assassinat de Rabin, etc. Bref, on fait vite, on passe par la deuxième intifada. On a à un moment donné la création d'un mouvement islamiste dans les années 80 qui se renforce et qui est déjà très actif, en fait, sur le territoire israélien pendant toute cette période-là, et jusqu'à un moment donné où, élection en 2006, et le Hamas gagne les élections législatives. Oui. La communauté internationale, pendant un an, décide un blocus, un embargo sur l'autorité palestinienne en général, parce que ne veut pas voir un parti islamiste au pouvoir. Et puis on voit alors là vraiment une scission. Et en 2007, qu'est-ce que fait le Hamas? Il prend le pouvoir de force à Gaza. Et là, on a une vraie scission. On a l'autorité palestinienne en Cisjordanie qui est présidée depuis 2005 par Mahmoud Abbas, Abou Mazen, et puis à Gaza, le Hamas, qui est un mouvement qui devient une espèce de micro-État totalitaire et dont le but totalement avoué, c'est la destruction d'Israël. Et depuis cette période-là, on n'arrive pas à avoir un gouvernement d'union nationale palestinien qui a été essayé sans arrêt depuis lors. Abou Mazen Mahmoud Abbas est donc toujours président depuis 2005. Il n'y a plus d'élections depuis cette période-là. Et il y a un jeu aussi politique, c'est-à-dire qu'Israël, à ce moment, veut que ça l'arrange, si vous voulez, qu'il y ait deux entités différentes parce que ça affaiblit les Palestiniens. Mais évidemment, la situation se retourne parce que le Hamas est un mouvement mortifère et extrêmement violent, comme on vient de le voir encore une fois. Oui, mais qu'on a sous-estimé, Joël Herzog. Peut-être il faut dire que la politique du gouvernement israélien, comme un peu celle de la Suisse et d'autres, était qu'on peut discuter avec Hamas, que si le Qatar paye 30 millions par mois pour aider un tout petit peu la situation de pauvreté, parce que c'est une région très pauvre, ça peut aller, on peut trouver des arrangements, etc. On s'est tous trompés. Le gouvernement s'est trompé. Et comme le gouvernement européen, parce qu'on a affaire, pas avec quelqu'un qu'on peut considérer comme un adversaire, mais un adversaire, entre guillemets, loyal, mais comme c'est des monstres, c'est des terroristes. Tout ce qu'ils cherchent, c'est à détruire Israël, à détruire et tuer des Juifs autant qu'ils peuvent, mais sans une but politique, sauf de prendre le contrôle. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un déni? Comment est-ce qu'on a pu ne pas l'identifier avant que ça pouvait Alors c'est une erreur de politique, toute cette affaire. Il y a eu des rencontres en mai, justement, entre le Hezbollah, l'Iran... Ils nous ont dupés quelque part, je dirais, l'État d'Israël, parce que ils ont laissé entendre, en mois de mai, par exemple,
qu'on peut avoir le djihad islamique qui agissent, qui est une émanation de l'Iran, et eux, ils ne vont pas intervenir parce qu'ils sont responsables. Mais in fine, c'était dans le but de faire quelque chose d'encore pire, c'est que nous voyons devant nos yeux. Donc, on avait une erreur de pensée de pouvoir négocier, discuter ou trouver des arrangements avec, malgré qu'ils sont des islamistes, et etc. C'était une grave erreur, parce qu'aujourd'hui, on a affaire avec des terroristes, point. C'est comme Daesh. Je dirais qu'on a peut-être été dupé sur la question de trouver une solution au conflit israélo-palestinien, mais par contre, dans un certain nombre de choses pratiques, le dialogue a donné des résultats. En 2011, la Suisse a été médiatrice dans un échange de prisonniers. On a sorti le soldat... Shalit. Qui était le soldat israélien qui était détenu. Le Shalit. Voilà, Shalit. Contre un certain nombre de prisonniers palestiniens qui sont sortis de prison. Donc, on a organisé aussi le passage des ambulances des territoires palestiniens jusqu'en Israël et vice-versa. Ça, c'était un accord dans le cadre du Magen David Adom et de la communauté du mouvement du Croissant Rouge. Mais aujourd'hui, faut-il encore discuter avec le Hamas ? C'est vrai que ces dialogues, ces échanges avec le Hamas, et puis avec l'autorité palestinienne aussi, ont permis un certain nombre de résultats concrets, pratiques. Et donc, c'est peut-être ça qui a fait qu'on a pu penser à... Et puis l'autre chose, c'est que la communauté internationale a, je dirais, géré le conflit. Elle n'a pas proposé, à part la solution à deux États, Oslo, la solution à deux États, que personne n'a véritablement pris en main pour essayer de le concrétiser. Ça, on a géré simplement les effets du conflit en pensant que ça allait s'arranger tout seul ou que, voilà, je ne sais pas ce qu'on a pensé, mais on a laissé ça de côté. Ce n'était pas prioritaire, ni dans l'agenda de l'Union européenne, ni dans l'agenda des États-Unis. Et les négociations... Et encore moins dans l'agenda des Nations Unies. Et les négociations de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël ont gentiment laissé de côté la question palestinienne. Pas tout à fait, parce qu'il y avait quand même des revendications. Ça, on évoquera dans la deuxième partie la considération des États arabes et occidentaux pour la cause palestinienne. Et toute cette situation a conduit à une radicalisation. Mais aujourd'hui, faut-il... Pardon, Philippe, parce qu'on doit conclure cette première partie. Aujourd'hui, faut-il discuter, la Suisse doit-elle encore discuter avec le Hamas ? Alors, ce que j'ai appris aujourd'hui en lisant la presse, c'est que la Suisse discute aujourd'hui avec le Hamas et que le département des Affaires étrangères a communiqué ce matin par l'intermédiaire d'une de ses cadres que immédiatement après les attaques du Hamas, contact a été pris avec le Hamas pour essayer de trouver des solutions, avec d'autres d'ailleurs, avec le Qatar, l'Égypte, pour essayer de trouver des solutions à la libération des otages, pour essayer de discuter avec eux comment on pourrait trouver des solutions à la libération des otages. Donc moi j'ai appris ce matin, je veux dire que la Suisse... C'est une fuite qui tombe bien. Non mais elle a toujours eu des canaux de dialogue avec le Hamas, ce qui arrangeait d'ailleurs l'Union européenne, les États-Unis, l'État d'Israël, qui comme ça avaient des informations et voilà, qui étaient communiquées au travers de ces canaux. D'accord. Je pense que face à l'horreur qu'on a vue... On va conclure cette première partie et puis on se retrouve dans quelques instants. À très vite. Le point de retour, Israël n'a pas fini de décompter ni d'enterrer ses morts, que la riposte a déjà été lancée. Les bombes pleuvent sur Gaza, déjà 3 dirigeants, notre correspondant en Israël nous le confirmera, ont été tués, des dirigeants du Hamas. Et un Hamas annonce 800 civils, notamment tués, parmi lesquels seraient décomptés aussi 4 otages. Mais la grande question, évidemment, c'est cette riposte qui a commencé déjà samedi. Olivier Rafovitch, c'est jusqu'où et à quel prix ? Écoutez, j'entends des choses sur le plateau qui sont pour moi incroyables, venant de la Suisse. C'est-à-dire que je n'ai pas entendu de manière officielle claire et nette une véritable critique, une véritable
prise de position claire et nette contre le Hamas. Est-ce que pour vous considérez le Hamas, madame, oui ou non, comme une organisation terroriste hors la loi qu'il faut mettre au banc des nations? C'est ça la question. Je n'ai pas entendu ça. Vous me parlez de légalité et de loi, mais moi je vous demande, est-ce que la Suisse, qui est un pays important, fondamental, va continuer à jouer avec des choses qui aujourd'hui tuent des milliers d'Israéliens? Je ne suis pas la Je porte-parole. vous pose la question parce que j'ai suis du pas mal la à porte-parole comprendre. du gouvernement suisse, hein, que ça soit bien clair. Elle est Hein. ancienne présidente de la Confédération, Mais elle si, n'est mais plus vous au êtes- manœuvre. Je ne suis pas. Alors, je moi, suis- je voudrais juste... Attendez, Philippe, laissez. Je ne suis pas du tout. Attendez, mais aujourd'hui, madame, madame, si vous étiez aux affaires, quelle serait votre position? Mais évidemment que le Hamas est une organisation terroriste. Ça ne signifie pas que c'est pas parce que, si vous voulez, le Hamas n'est pas sur une liste. Nous n'avons pas de liste de terroristes, la Suisse. C'est ça que vous devez savoir. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas le Hamas, pas les FARC, pas le PKK, etc. Mais ça ne signifie pas que la Suisse n'est pas engagée dans une lutte contre le terrorisme. Ça signifie simplement que la Suisse reprend les organisations qui sont classifiées par les Nations Unies dans sa loi comme organisation terroriste. Mais ça ne signifie pas qu'on n'est pas engagé dans une lutte contre le terrorisme. Mais si vous me demandez mon opinion, effectivement, le Hamas, en tout cas dans ce qu'elle a fait là, après ce qu'on a vu là, dans sa branche militaire, parce qu'il faut aussi dire qu'elle administre le territoire de Gaza. Mais d'une façon générale, c'est une organisation terroriste et qu'il faut condamner ses activités, c'est clair. Il n'y a pas d'état d'âme là-dessus. Attendez, c'est important. Vous faites la différenciation entre la branche militaire du Hamas et la branche politique que vous considérez comme légitime? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a deux. J'ai dit qu'il y a une branche du Hamas qui administre, qui a des fonctions exécutives à Gaza. Ça, c'est une grande vérité, si je puis dire. C'est pas moi qui invente ça. Mais effectivement, le Hamas. Moi, je ne sais pas, juridiquement, je ne suis pas juriste. Comment voulez-vous que je. Simplement, on nous dit aujourd'hui toutes les atrocités, vous les avez répétées, tout ce qui s'est passé là. Et ça, c'est des activités terroristes qu'il faut condamner en bloc. Je veux dire, qui sont inacceptables. Si vous demandez mon avis, c'est clair. Attendez, ça pose une question éthique fondamentale. Il n'y a pas de cause qui vaille ces conséquences-là. C'est-à-dire que ça n'est plus politique. C'est-à-dire que on est dans un moment historique de ce conflit où rien ne vaut ce qui s'est passé. Rien. Et c'est la raison pour laquelle on peut s'étendre sur les causes, on peut s'étendre sur l'organisation, on peut s'étendre sur les failles, on peut s'étendre sur les injustices ou la justice ou les habiletés ou les maladresses. On peut s'étendre sur tout ça, mais il y a quelque chose qui est supérieur à tout ça. C'est ce qui vient de se passer sur les corps humains, là-bas, en Israël. Et ça, c'est un point de rupture qui fait qu'il n'y a pas de considération qui vaille, qui justifie, qui puisse... on est hors de la politique, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la rupture. C'est un retour de quelque chose d'hallucinant, de pratiques nazies. Je pèse mes mots, je l'emploie jamais, ce mot, dans les débats. J'emploie jamais le mot nazi. Jamais. C'est la même chose. D'ailleurs, il y a une filiation. Il y a toute une culture hélas, dans le mouvement palestinien, il y a le fameux moufti de Jérusalem était déjà allié à Hitler. Il y a une continuité. Parce que les nazis cachaient leurs crimes, ils organisaient de façon à vraiment exterminer, mais à cacher. Et là, je reviens toujours à la démonstration. Oui, mais à la démonstration, à filmer ces horreurs et à le montrer. On ne peut plus réagir de la même façon politique. Je pense que même les gens qui n'ont pas de sympathie pour l'État d'Israël, même ce que personnellement je ne comprends pas, parce que moi j'en ai énormément, bien que n'étant pas juif, mais qu'importe, il y a quelque chose qui rassemble et qui doit rassembler, qui doit tenir très fort ce rassemblement dans les pays d'Europe, de dire non et pas non mais il y a eu ça, non mais il y a eu ça. D'abord c'est non. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais derrière ce qui s'est passé. C'est une atteinte à notre humanité. Colonel C'est une atteinte à toute notre humanité. Ça nous transforme. C'est une atteinte à notre humanité. Je vais demander un truc, parce que moi je suis complètement d'accord et je suis sur la même ligne que vous et je comprends, mais vraiment du plus profond du cœur, l'émotion aussi, y compris d'Olivier Rafovitch. Par contre, Olivier, vous êtes porte-parole de Tsahal. Et puis moi, j'aimerais quand même entendre la réponse aux questions.
qu'on vous a posées comme porte-parole de Tsahal. C'est-à-dire la première question sur pourquoi est-ce que Tsahal n'a pas vu, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été là, etc. Et puis, autrement, maintenant, on est en action, on est en guerre, il se passe quelque chose à Gaza. Donc la question, c'était quelle est la stratégie de Tsahal maintenant à Gaza pour récupérer les otages, qu'est-ce qu'on fait avec les Gazaouis civils, etc. Je pense qu'on peut répondre à ces questions. Moi, j'ai comme l'impression Répondre. d'être la cible de vos interventions. Laissez répondre Olivier Ravavitch. Non, mais j'ai juste... Effectivement. ça, j'aimerais juste quand même dire quelque chose. J'ai comme l'impression d'être la cible de ces interventions à cause du positionnement de la Suisse, du fait qu'elle n'a pas inscrit le Hamas sur une liste d'organisations terroristes. Alors, encore une fois, que ça soit clair, ça, c'est une question particulière liée au cadre juridique suisse, ce qui ne signifie pas que la Suisse en tant que telle, et je ne suis pas porte-parole, mais je connais quand même le positionnement de la Suisse, que la Suisse en tant que telle n'est pas opposée au terrorisme et ne lutte pas. Ça, on ne peut pas vraiment reprocher à la Suisse de ne pas lutter contre le terrorisme, franchement. Et donc, ma position personnelle, pour vous rassurer, elle est tout à fait sur cette ligne-là. Donc, il n'y a pas de quoi débattre de cette question-là maintenant. Et je voudrais aller dans votre sens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre le porte-parole de l'armée israélienne nous raconter pourquoi ils n'ont rien vu. Comment ça se fait qu'une telle chose a pu se passer? Non, mais la deuxième question, c'était qu'est-ce qui se passe maintenant à Gaza? Effectivement, la riposte, quel est le but de guerre aujourd'hui de Tsahal et d'Israël, hein, c'est de détruire, et jusqu'à quel prix, quel coût, y compris pour la population israélienne. Samedi dernier, le Hamas a déclaré la guerre à Israël. Déclaration de guerre. Nous avons répondu par la guerre contre le Hamas. Une guerre légitime, une guerre de légitime défense. Le but de la guerre aujourd'hui est la destruction totale du mouvement Hamas et du djihad islamique dans la bande de Gaza. Je ne parle pas du régime pour l'instant, je parle de l'organisation et des capacités militaires du Hamas et du djihad islamique qui sont extrêmement importantes. On n'a pas affaire à des petits groupuscules, on a affaire à, comme vous l'avez dit, un État qu'on pourrait appeler le Hamastan ou le Hamastan, qui est aux mains du Hamas depuis 17 ans maintenant, qui a une administration de A à Z, une armée, des armes, qui reçoit au moins 100 millions de dollars d'armes, de munitions chaque année de l'Iran, et beaucoup d'argent de un peu partout, qui au lieu d'aller dans les écoles ou dans les hôpitaux, va dans la construction de tunnels souterrains et la production de missiles qui aujourd'hui tombent sur Israël. Aujourd'hui, Tsahal est passé, après la question sur comment prenons le contrôle de la situation, la première étape qui avait été de traiter et de sécuriser les villages et les villes autour de la bande de Gaza, cette étape a eu lieu. Ensuite, on est passé à une étape de frappe aérienne qui continue jusqu'à maintenant, extrêmement importante, et qui passe aujourd'hui par la destruction de centaines de lieux, de cibles Hamas et djihad islamique, qui se trouvent, comme vous le savez, dans des villes de la bande de Gaza. On a aussi maintenant des otages sur place. On va tout faire pour les faire rentrer à la maison sains et saufs. D'ailleurs, au sein de ces otages, il y a 17 nationalités différentes, en plus des Israéliens, des Américains, des Britanniques, des Français. Il y a eu beaucoup de morts du côté... beaucoup de morts aussi du côté... avec des doubles passeports de la part dans les 1200 morts. Et le fait de vouloir traiter le dossier otage ne va pas remplacer la priorité première qui est la destruction du Hamas et du djihad islamique. Alors les gens nous disent, mais comment vous allez faire pour libérer les otages? Le sujet est important, mais il n'est pas à la place de la protection et de la défense d'Israël face au Hamas. Je répète, nous sommes dans un conflit existentiel. C'est tout Israël aujourd'hui qui est en jeu. C'est tout Israël qui est en jeu. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que les Américains, la première puissance mondiale, militaire entre autres, viennent d'envoyer le plus grand porte-avions du monde, Gerald Ford, avec une flotte de 17 navires de guerre, et une deuxième flotte avec un deuxième porte-avions arrive très prochainement dans la région pour dissuader ceux qui auraient la mauvaise intention, entre autres l'Iran et le Hezbollah, de se joindre au Hamas contre Israël.
Ça veut dire que cette guerre-là, aujourd'hui, qui a lieu, qui au départ pourrait paraître à l'œil du profane comme un conflit classique, israélo-palestinien classique, ce n'est pas le cas d'ailleurs, est en fait un conflit avec des implications et avec des conséquences internationales de grande envergure, de très grande envergure. Ça, on y viendra. Mais la riposte, justement, est-ce que vous allez lancer une opération terrestre? Est-ce que vous allez rentrer dans Gaza ces prochains jours et ces prochaines heures? À l'heure où je vous parle, Israël a mobilisé 350 000 réservistes, en plus de l'armée régulière. Une partie de ces réservistes a été envoyée au front nord, c'est-à-dire à la frontière du nord, pour être prêt à toute éventualité du Hezbollah. Une partie a été envoyée en Judée-Samarie et autour de Jérusalem pour protéger les villes et les villages israéliens d'une possible violence de la part de Palestiniens qui seraient, je dirais, influencés par ce qui se passe dans la bande de Gaza contre Israël. Et une grosse partie a été envoyée autour de la bande de Gaza pour, encore une fois, être prêt à toute éventualité, d'abord pour protéger la frontière. Il faut savoir que la frontière a été endommagée par les terroristes du Hamas, donc il faut protéger la frontière. Tant qu'elle n'est pas réparée, il va falloir qu'il y ait des forces régulières et des blindés pour éviter nuit et jour que des terroristes puissent de nouveau traverser cette frontière. Mais il y a aussi cette possibilité dans les territoires en Cisjordanie, par exemple, ou bien même de la part de la population arabe à Jérusalem. À l'heure où nous parlons, il y a une tension qui est gérée, mais il n'y a pas de révolte ni de violence qui font qu'il y a une révolte totale en Israël dans les territoires. Absolument pas. Mais il y a un état de guerre qui fait que les tensions sont ressenties un peu partout. L'État est en état d'urgence et il n'y a pas d'école. Les villes sont vides le soir. Tel Aviv est une ville presque dort. On l'appelle la ville qui ne dort jamais. Là, elle dort assez tôt le soir parce qu'il y a des alarmes de tir de missiles tous les jours. Hier, il y a eu 5 alertes sur Tel Aviv, des missiles qui sont tombés pas très loin de Tel Aviv, et la majorité ont été détruits en vol par dôme de fer. Heureusement d'ailleurs qu'on a un dôme de fer. Mais nous sommes en guerre. Et donc, il va y avoir des phases. Et vous savez que les guerres commencent et elles évoluent. Il y a des dynamiques internes. Israël est un État légitime, souverain, qui gère aujourd'hui une situation de crise gravissime, mais qui gère cette situation de crise gravissime avec sang-froid, avec détermination, avec planification. Je suis moi-même actuellement, comme vous le savez, sous les drapeaux, et j'ai une autre fonction à l'état-major, et je peux vous dire que les officiers, les sous-officiers, les généraux travaillent du matin au soir, et on réfléchit à comment traiter ce problème, parce que c'est un problème de grande envergure, avec des conséquences multiples dans le Attendez, alors, je pense qu'on alors, pardon, Olivier Rafavitch, justement, cette guerre aujourd'hui, une partie de l'opinion israélienne demande d'ailleurs, c'est relayé par les journaux, à ce que justement il n'y ait pas d'entrée dans les territoires, à ce qu'Israël retienne sa main. Quelle doit être la politique militaire aujourd'hui? Je ne veux pas rentrer dans des questions de tactique, comment stratégie. Jusqu'où est-ce qu'on doit aller en Israël? Les choses sont assez claires. Le seuil de ce qui est acceptable est dépassé. L'horreur qu'on a vue et qu'on continue à voir nous oblige à réagir. De la même manière qu'on a réagi contre Daesh pour l'éliminer et libérer le peuple qui était sous son contrôle de cette terreur, nous devons nous libérer à nous-mêmes de cette contrainte de Hamas qui terrorise notre population israélienne, mais aussi nous devons libérer les Palestiniens eux-mêmes de cette joug, de ces terroristes et de cette dictature. Les Palestiniens méritent plus, ils méritent mieux que ça. Et c'est pas quelque chose contre le Palestinien. Nous devons les libérer. Et après, on va voir comment on résout leurs problèmes. Mais et notre problème avec eux, parce qu'ils sont là, ils ne vont pas partir. Comme nous sommes là et nous n'allons pas partir. Mais aujourd'hui, la situation est que cette
terreur doit cesser. Cette terreur de notre population, on s'assoit à Tel Aviv et on reçoit 5 missiles durant la nuit, il faut se réveiller, aller dans un abri, etc. La Suisse n'aurait jamais accepté que quelqu'un va commencer à tirer 5 fois sur Genève la nuit, c'est pas possible. Et ce qu'on a vu dans l'endroit là-bas, c'est terrible. Voilà. Si je peux me permettre, parce que j'aimerais bien rebondir et parler de Gaza, parce que je pense que ce qui est très important, et ce que vous venez de dire, M. Herzog, c'est vraiment que le Hamas n'est pas seulement un danger pour Israël, mais un danger pour sa propre population. En menant une attaque aussi cruelle, d'une aussi grande ampleur, le Hamas et le djihad islamique savent très très bien quelle va être la réponse d'Israël. C'est-à-dire qu'ils vont pas, on sait qu'Israël ne va pas faire une réplique particulièrement dure et particulièrement violente, et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, le Hamas n'a aucun scrupule pour sa population et sa population civile. Moi, j'ai beaucoup été à Gaza, j'ai couvert quand même plusieurs guerres quand j'étais là-bas. Il n'y a pas d'abri pour la population palestinienne à Gaza, parce que le Hamas n'a pas décidé de protéger sa population. Il n'y a pas de sirène qui... C'est faisable, hein. Et puis, ne serait-ce que peut-être que les sirènes, c'est un peu complexe, mais en tout cas, les abris, c'est faisable. Qu'est-ce que le Hamas a fait avec le béton? Ils ont construit des tunnels renforcés de béton pour attaquer Israël, etc. Le Hamas, aujourd'hui, est un problème de vie et de mort pour sa population, qui ne propose aucun avenir aux jeunes Palestiniens de Gaza qui sont nés avec la guerre, qui ont aujourd'hui 20 ans et qui n'ont vécu que ça, et qui sont sous un blocus de tous les côtés. Hein. Gaza, c'est au bord de la mer. Israël a fermé les portes à l'Est et l'Égypte au sud. L'Égypte. Mais l'Égypte, voilà. pas du tout. Attendez, Olivier, oui. Dites, Olivier. Écoutez-moi, il y a des bombardements. Écoutez-moi. Il y a des bombardements à l'heure où je vous parle maintenant autour de Tel Aviv. Là, il vient d'avoir des missiles qui ont été détruits en vol au-dessus de Tel Aviv. Toute la région de Rishon LeZion et de Holon. Je ne sais pas si vous entendez le bruit derrière moi. Toute la région de Gush Dan vient d'être maintenant attaquée par des missiles de la bande de Gaza. C'est comme ça que maintenant les Israéliens vivent depuis une semaine sous cette menace du Hamas qu'il faut, comme l'a dit M. Joël Herzog, éradiquer une fois pour toutes. Ça va prendre du temps, ça va être compliqué parce qu'ils se cachent comme des rats dans des trous qu'ils ont eux-mêmes creusés. Ils n'ont absolument rien à faire de leur population qu'ils utilisent comme des boucliers humains. Vous savez, vous avez de la peine, on a de la peine pour les innocents, eux n'en ont pas. Ni les nôtres et ni les leurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à être ce qu'ils sont, recevoir de l'argent de l'Iran, avoir les poches bien remplies d'argent et faire la fête dans les Émirats Arabes Unis ou à Abu Dhabi. Parce que le Hamas, derrière ce mot et derrière cette je dirais, image angélique d'un groupe d'opposition d'obédience islamiste, ce sont des gangsters. Ce sont des gangsters qui adorent la... Je pourrais même vous dire que Khaled Mashal possède ou posséderait 4 milliards de dollars dans les banques du Golfe. Et c'est lui qui était ou qui est encore un des chefs du Hamas. Pareil pour Ismaël Haniyeh, un peu moins riche. 1 milliard de dollars. Donc il n'y a pas d'argent à Gaza, mais il y a beaucoup d'argent dans les poches du Hamas. Comme d'ailleurs il y a beaucoup d'argent dans les poches du Hezbollah. Vous n'avez jamais vu Nasrallah habillé en guenille, toujours magnifiquement habillé, et pareil pour Ismaël Haniyeh. Donc on est dans un enfumage au nom de l'islamisme intégriste, dans un enfumage le plus total. Et malheureusement, le monde marche dans cet enfumage total. Eux vous parlent de cause palestinienne, mais ce qui les intéresse, c'est eux. C'est leur argent et c'est leur... On conclut, Olivier Rinkovitch. Il y a une petite question que j'aimerais encore justement poser, c'est la pierre, mettre une pierre quand même dans le monde musulman, parce qu'aujourd'hui, l'Égypte a fermé sa frontière, donc Gaza est une souricière, mais aussi par la faute de l'Égypte. Il n'y a pas de pont aérien, il n'y a pas d'appel aussi à sortir la population gazaoui de la part de la Ligue arabe. Est-ce que la Ligue arabe, les pays arabes se désintéressent aussi des Palestiniens? Moi, j'ai une question concernant le Hamas. Parce qu'il a été dit tout à l'heure que le Hamas ne pouvait pas ignorer qu'il y aurait une rétorsion, qu'il y aurait des opérations militaires très dures à l'encontre de la bande de Gaza, à l'encontre du Hamas. Alors, ma question est,
je veux dire, leur objectif, c'était quand même pas de détruire leur population, même s'ils ne la protègent pas. Donc, qu'est-ce que vous pensez, monsieur le colonel? Quel était l'objectif du Hamas en carrément provoquant cette guerre et en attendant une réponse très dure de la part d'Israël? Est-ce que c'était de mettre fin définitivement, ou en tout cas momentanément, au processus de normalisation entre Israël et les pays arabes? On y vient, et notamment avec l'Arabie saoudite. Oui, c'est clair. Écoutez, je m'excuse, je dois vous quitter parce que j'ai un appel d'urgence. Pardon. Donc je suis désolé. Est-ce que vous avez Je vous remercie infiniment pour m'avoir invité. 10 secondes pour... Non, ok. Il n'a pas. Bah, alors allez-y, merci infiniment d'avoir été avec nous. Et puis, Merci à vous. répondre. ça sera une question ouverte en termes de conclusion. Peut-être, Joël Herzog, vous y répondez brièvement parce Si on analyse de manière géopolitique, maintenant, en sortant de problèmes qui sont sur le terrain, c'est une guerre qui est menée par l'Iran. Et l'Iran, qui veut devenir un pays nucléaire, qui est pratiquement à 3 mois peut-être d'une bombe nucléaire, veut dévier. L'Iran qui est en conflit avec sa propre population, en plus. En plus. Mais pour dévier ça, elle veut créer des problèmes dans notre région pour qu'entre-temps, on ne regarde pas ce qu'elle fait dans le domaine nucléaire. Et pour torpiller l'ouverture avec l'Arabie saoudite, même l'Arabie saoudite a été dupée par l'Iran parce qu'elle a promis des choses, mais elle n'a rien respecté. Et aujourd'hui, c'est un jeu géopolitique de l'Iran. Et c'est pour cela, à mon avis, que l'Amérique est tellement préoccupée que Hezbollah, qui est le deuxième arme de l'Iran sur place, mais après c'est les Houthis, après c'est d'autres, vont devenir pour mélanger tout ça. Et entre-temps, personne ne regarde ce qu'ils font dans le domaine nucléaire. Moi, j'ai reçu ce matin un message de quelqu'un très important aux Émirats. Il m'a dit, depuis 25 ans, des centaines de personnes sont mortes du côté palestinien comme du côté israélien parce qu'on n'a jamais traité le problème. Exactement. Il faut maintenant traiter le problème jusqu'au bout pour qu'on puisse ouvrir une nouvelle page pour cette région qui sera, hopefully, on espère, pacifique et qui permettra un changement. Complètement d'accord. Avec l'Arabie saoudite, c'est exactement ce qu'on a voulu. Et c'était dans cette démarche, y inclut la partie palestinienne qui était incluse là-dedans d'une certaine manière. Reste à savoir, et ce sera la question, alors ça sera le mot de conclusion et ça sera le mot d'ouverture pour de prochains débats. Qu'est-ce que jusqu'au bout veut dire? Je vous remercie infiniment, malheureusement il va falloir conclure. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Je pense que ce ne sera pas la dernière émission qu'on consacrera à la situation et donc je vous remercie également beaucoup de nous avoir suivis. Mercredi prochain, très vraisemblablement, on repartira sur le même sujet. En attendant, eh bien, une bonne semaine et une excellente soirée à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.